réseau wallon de développement durable. Je fais partie du groupe qui se présenteront plus l'après-midi. Pour commencer, je vais vous balayer un peu pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, le réseau a reçu une mission innovation. Il a reçu en particulier une mission de courtier de l'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre en réseau, fédérer les acteurs autour justement de la thématique de l'innovation. Et on a choisi en particulier la thématique de l'innovation en agriculture. Donc, cette mise, on va mettre en réseau, identifier, capitaliser, vulgariser, diffuser des bâtiments nouvelles. Avec des enjeux évidemment pour cette mission, qui sont de susciter la création de partenariats et de projets innovants, justement par cette mise en réseau, etc. Et par la mise en place d'un dispositif pour stimuler l'innovation. Notre but aussi, c'est de soutenir les ambassadeurs de l'innovation. Il y a déjà beaucoup de personnes qui s'impliquent dans cette innovation et donc on est là pour les soutenir et se concentrer au niveau où l'innovation se produit. Et ici, on appelle Paris qu'elle se faisait notamment dans les fermes, donc que les agriculteurs innovaient déjà à leur niveau. Et alors, évidemment, tout ça dans l'objectif de ne pas se substituer aux acteurs des réseaux existants. Donc ça, c'est notre mission globale. Et on s'est dit finalement, comment on va faire cette mission? Et donc, avec l'aide de notre conseil scientifique qui réunit plusieurs acteurs de diverses universités et certains agriculteurs, et de notre commission permanente, on a décidé de mettre en place la route de l'innovation. Donc c'est aujourd'hui la troisième étape de la route. Donc cette route est composée de 6 étapes, 6 arrêts, si on peut dire, dans des systèmes agricoles innovants qui sont mis en place par des agriculteurs. Donc lors de la première journée, on est allé à la ferme du Louis, qui visait l'autonomie, la commercialisation de proximité, etc. La deuxième journée, on est allé à la ferme de Jean Joules, où là aussi il y a de l'élevage, de la production de lait, de transformation sur place, etc. Et aujourd'hui, nous voilà à la ferme des Noyers, donc chez Nicolas Bréban, qui va nous faire le plaisir de partager son expérience, son parcours avec nous aujourd'hui. L'intérêt de cette route, en fait, c'est que tout n'est pas tracé à l'avance. Chaque journée nous dit la suivante, et en fait, c'est vous, le collectif d'acteurs qui est ici aujourd'hui présent, un collectif d'acteurs qui est multi-acteurs, multidisciplinaire, vous êtes venu un peu de tous horizons, qui est là vraiment pour nourrir cette route, pour aider à réfléchir, pour échanger et pour aider justement les agriculteurs à innover, comprendre comment ils le font et voir comment vous pouvez vous positionner par rapport à tout ça. Et cette route, évidemment, évolue en fonction de vos attentes, de vos préoccupations. Alors, les objectifs de cette journée, ensemble, ça va être de découvrir et de comprendre finalement les systèmes qui sont mis en place chez les différents agriculteurs qui seront témoins aujourd'hui. De mettre vos compétences et connaissances en commun, parce que vous avez tous une expérience particulière, d'identifier les préoccupations des agriculteurs pour innover, donc on en a déjà identifié plusieurs avec les agriculteurs qui témoigneront aujourd'hui, de co-analyser et évaluer ces préoccupations, de produire des idées et de co-construire ensemble des réponses pour identifier des pistes d'action collectives. Alors je vais passer la parole à mon collègue qui va vous expliquer l'agenda de la. Merci Lorraine. Je suis en part-time je travaille en part-time pour le réseau. Donc l'agenda, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà participé au début de la journée de ça, c'est en général des journées assez actives et très denses. Donc nous devons travailler avec une inquiétude, on ne dira pas après. Donc il y aura beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à partager ensemble. On va commencer le matin par une analyse du parcours de la ferme de Noyer, dont on a déjà parlé. C'est le collègue qui nous présentera son exploitation. Ensuite, entre midi et 13h, il y a un repas à l'espace PFS à Chaumont-Gistoux. Vous avez l'adresse qui se trouve à la fois sur le slide, mais aussi sur le côté, à gauche et à droite, il y a des panneaux pianistes qui vous expliquent l'endroit exact, éventuellement si vous le souhaitez. Maintenant, on va partir ensemble, donc en principe, ça peut vous arriver aussi. Pour autant, je ne vous menez pas dans les champs. Je pense que là ce matin pour certaines personnes d'entre nous. Juste avant, vous dire aussi qu'on va terminer, on va espérer terminer vers 11h30, dis-moi le cas, pour trouver une petite démonstration qu'on vous expliquera, de même que vous aurez l'occasion aussi éventuellement de voir le matériel qu'on a tout rassemblé ici pour éviter de se disperser dans la ferme et de perdre du temps. Alors vers 13h, on reprendra notre travail avec un petit retour sur les journées 1 et 2 de l'innovation, avec une analyse faite par Marc Beaumont, donc analyse des balises.
Vers 13h15 jusqu'à 16h30, ben là, on vous demandera de travailler, d'être collectivement actif et attentif, et surtout être très, très créatif, puisqu'on aura un café autour des préoccupations des agriculteurs en agriculture de conservation. En fait, chaque agriculteur a préparé une question que vous devrez d'ailleurs affiner un petit peu, ce sera pour un peu de travail, et à analyser et essayer de trouver donc, une solution innovante pour répondre donc à leurs préoccupations. Et vers 16h30, 17h, il y aura un bilan avec des perspectives et évaluations. J'espère que je vais bien. Voilà. Donc ce matin, donc, le intervenant en a déjà parlé, ce sera donc Nicolas Brévent qui va nous présenter la ferme des noyers, mais avec la participation aussi de Frédéric Muratori, qui est conseiller chez Régénaclé, il peut nous expliquer, mais ce ne sera pas lui qui va prendre la parole de manière importante. Il va surtout être là comme assistant pour venir présenter éventuellement quelques points supplémentaires par rapport à la démarche de Nicolas. Et puis évidemment, il y a un deuxième participant de l'humanitaire, mais en fait un collectif, puisqu'en fait ce sera vous, votre collectif multi-acteur, et on compte beaucoup sur vous pour d'une part être bien entendu, mais aussi poser des bonnes questions et essayer de comprendre tout ce processus d'innovation que Nicolas a essayé de mettre en place. Alors la phrase que Lorraine vient chaque fois de mettre dans notre présentation, phrase d'Aristote, le progrès ne vaut que s'il est partagé, alors je ne sais plus, partagé par tous. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, donc quelques points d'attention pour des bons échanges. J'ai un petit peu parlé durant ma présentation ici, mais on est vraiment dans un processus d'échange, de partage et d'interaction. Donc, il n'y a pas peur d'intervenir. Si vous êtes un peu trop long, on va comprendre que voilà. Mais c'est important que chacun puisse vraiment prendre la parole, dire ce qu'il pense et aussi donner leur avis. Donc, par contre, je vous le montre, mais je sais que nous sommes ici entre des gens comme pas de souci, mais je ne vous demande évidemment pas de faire de jugement de valeur par rapport à certaines positions prises, des connotations prises par les producteurs. Donc, évidemment, bienveillance, écoute, créativité, ça sera surtout pour appeler au bout du monde une très grande créativité pour pouvoir répondre à la question. Il faudra vraiment vous lâcher effectivement. Et en même temps, vous lâchant peut-être que vous serez aussi surpris de ce que vous avez peut-être beaucoup plus trouvé comme idée. Et puis alors évidemment, c'est important, c'est ce que je vous ai dit, c'est extrêmement intense aujourd'hui, encore plus que les 2 premières journées, donc il va vraiment qu'on suive convenablement votre horaire si on veut arriver jusqu'au bout. Alors vous avez comme d'habitude, comme les 2 premières journées, malgré tout, je ne vais pas parler avant, mais vous avez une petite mission le matin aussi, puisqu'on vous demande d'être journaliste. Alors pour reporter, c'est pas reporter d'un jour, ça reporter d'un demi-jour. Donc là, vous gagnez déjà une demi-journée, c'est déjà bien. Où vous avez, dans votre fac, vous avez reçu un petit document qu'on vous demande de remplir. Et ce document, il y a en fait 4 phrases, 4 questions qui vous sont posées, mais vous avez chacun une question seulement, sinon vous êtes trop perdu, vous avez donné les 4 questions, mais on veut vous centraliser, vous focaliser sur une des 4 questions. Donc pour cela, vous devez évidemment bien observer, bien écouter, prendre des notes. C'est important pour nous parce qu'après, évidemment, ces documents-là vont nous servir aussi à nous pour faire un bilan de la journée d'une part, mais aussi essayer de comprendre que c'est le processus que nous en place. Donc, quels sont les catalyseurs, les éléments déclencheurs ayant suscité et provoqué les changements opérés au sein de la ferme? C'est la première question. La deuxième question, quels sont les acteurs partenaires et informations mobilisées, utilisées, ayant suscité le changement? Troisième question, quelles sont les compétences et les attitudes ayant favorisé les changements et l'évolution de la ferme? Et enfin, quels sont les nouveaux produits et services, les nouveaux circuits de commercialisation, et les caractéristiques profil de la clientèle touchée. Donc chacun, ou chacune, vous avez une question qui est indiquée au-dessus de la feuille. Ça va? Voilà. Donc ne répondez pas aux autres, ça ne sert à rien. Mais écoutez bien, et au fur et à mesure des explications, je dirais, de Nicolas, vous prenez note, tiens, ça me concerne, je prends note. Voilà. Donc ça va vous servir évidemment à mieux comprendre le processus d'innovation qui a lieu ici, analyser et aussi évidemment par rapport à les échanges que nous aurons.
Voilà. Je passe la parole à Lorraine. Et donc cette petite feuille, je vous demanderai de bien vous la donner à la fin de la matinée pour qu'on puisse les conserver. Et bien voilà, je propose qu'on passe au témoignage de la matinée, avec le stage de la matinée, Nicolas. Donc, ben voilà, je vais prendre mon petit copion aussi parce que, ah non, mais tout est marqué là, le copion est là, ça va faire. Donc ben voilà, Nicolas, tu gères la ferme des Noyers, donc, qui est une ferme de 162 hectares qui existe en polyculture et élevage. Tu as mis en place l'agriculture de conservation, enfin tu travailles avec les techniques de l'agriculture de conservation. Tu as pas mal d'innovations techniques sur la ferme, tu développes des essais, et je voulais te demander un peu de voir comment tu en es arrivé là aujourd'hui, par où tu as commencé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, comment tu es revenu. Et on va essayer de faire ça en 3 étapes de 12 minutes qui seront séparées de moments d'échange d'une quinzaine de minutes. Voilà. Donc, tu peux prendre ton copion. Voilà, je vais te donner un autre copion. Il est allumé, je pense. Il est là. Il faut bien parler dans le micro. Bon, ça va mieux. Bon, bonjour à tous. Bienvenue à la ferme des Noyers à Coralement. Alors, comme Lorraine disait, je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est l'innovation. Moi, j'appelle ça d'abord l'évolution, puisque il y a un point de départ, bien sûr, dans la profession. On va le voir tout de suite. Mais pour bien comprendre l'évolution de la ferme, d'abord, faisons peut-être une description de ce qui se passe, de ce qu'on fait aujourd'hui ici. Alors, c'est plus qu'une ferme. C'est, comme Lorraine disait, il y a 160 hectares de culture, 25 hectares de prairies, troupeaux de bovins, de 250 bêtes aujourd'hui, et de races à tendance d'Aquitaine. En tout cas, les taureaux, les producteurs aujourd'hui sont essentiellement de races d'Aquitaine. On vient d'un élevage de blanc belge. Et puis, en plus de la ferme, vous avez un commerce à la ferme, une boucherie à la ferme, une entreprise agricole, une prestation de services chez des agriculteurs, une société qui s'appelle Green Farm Terra, avec les volumes de travaux qui sont exprimés là, plus ou moins 480 hectares, ferme comprise de travaux. Un associé dans cette entreprise agricole qui s'appelle Nicolas Moscure, qui lui s'occupe de consultance à l'étranger, qui nous apporte beaucoup parce que c'est une vision de l'agriculture mondiale au quotidien, quelque part, à travers deux sociétés aussi, une société pure de consultance qui s'appelle Green Farm Consulting et Sol Capital. Alors les chiffres d'affaires d'exploitation, je ne sais pas si c'est très important, ils ne sont pas juste d'ailleurs. C'est toi qui les as donnés. Mais oui, j'ai revu mes notes. C'est 480 000 € à peu près pour le chiffre d'affaires de la ferme. 180 000 € de chiffre d'affaires d'élevage, 206 000 € c'était juste. Et puis la boucherie ici a fait un chiffre d'affaires passé de 439 000 €. Globalement, ça fait à peu près tout. Et je dirais que le constat aujourd'hui, la situation aujourd'hui, c'est aussi place, après l'évolution, je dirais, c'est quand même, peut-être bien ces dernières années, on peut peut-être parler en toute humilité d'innovation, c'est aussi une prise de conscience de la situation d'un agriculteur aujourd'hui qui quelque part est un peu malmené, et malmené par les conditions économiques qu'on vit aujourd'hui, les politiques agricoles qui nous a conduits quand même vers de la surproduction et vers, à mon sens, et j'espère qu'il y aura une réaction dans le public, vers aucune perspective, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à savoir dans quel sens on doit aller. Et cette autonomie financière dans les fermes, qui n'est pas que financière, qui est aussi de conseil et de connaissance, elle passe aussi par, une prise de conscience, et c'est peut-être Frédéric
dirai un mot tout à l'heure, par la création d'une ASBL aujourd'hui qui nous aide à voir un peu plus clair dans les techniques, dans l'indépendance financière et dans les conseils qu'on peut, les vrais conseils, les conseils indépendants qu'on peut avoir. Donc ça, c'est notre ASBL Régénactaire qui a été créé il y a un an et demi, et on va revenir là-dessus. Alors, peut-être faire un peu l'origine. L'historique, oui, voilà. Quand tu es entré dans la ferme, quand tu as commencé à devenir agriculteur et que progressivement tu as repris la ferme de tes parents. Voilà. Ben, je suis devenu agriculteur très vite, par conviction, à peu près à l'âge de 10 ans. Donc j'avais compris que c'était ce métier-là. Donc j'ai une formation de graduat en agronomie. Alors, le début d'activité remonte à 1987. Et il faut bien expliquer que sur l'exploitation ici, il y a 2 sites. Il y a une ferme à Louvain-la-Neuve qui est propriété de l'Université catholique de Louvain, d'environ 150 hectares. Et Corroy-le-Grand, ici, 40-50 hectares, dans ces années-là. Cette ferme à Louvain-la-Neuve est une ferme qui accueille la ville de Louvain-la-Neuve, la faculté agronomique, notamment, dont le représentant est ici d'ailleurs. Et c'est une ferme qui est bien sûr très singulière dans le sens où elle est au pied d'une ville qui est en grand essor aujourd'hui. Et donc, quelque part, la ferme est en partie condamnée par l'essor démographique et de superficie. Donc, on a dû travailler pendant de nombreuses années avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant voilà, c'est pas un bail à faire, c'est une association avec un préavis de sortie assez rapide, donc il faut être prudent, il faut faire le boulot le mieux qu'on sait, mais c'est un état d'esprit qui est assez particulier. Donc voilà, quand je suis venu à la ferme, on a commencé à développer le cheptel, puisque c'est la chose la plus facile à développer. Le prix du foncier étant ce qu'il est, surtout dans la région, investir dans du foncier c'est très compliqué. Ce qui fait que, globalement, le cheptel de blanc-bleu belge à l'époque a grossi au fil du travail, au fil du temps, pour passer de 200 bêtes à environ 400 vers les années 2000. Et puis, première innovation, je crois que tu en parlais à ce moment, c'est que en 1996, on a eu la crise de l'ESB. Et là, quelque part, mon père, qui avait une certaine éthique de travail et qui a toujours refusé de faire des hormones à ses dettes, on s'est retrouvé vilipendé du jour au lendemain par les médias, parce qu'on était des empoisonneurs publics. La crise de l'ESB était quelque chose d'important et le constat était que du jour au lendemain, voilà, donc, les médias communiquaient sur les mauvaises pratiques des agriculteurs et on était fort sensibilisés à ça, dans le sens où on estimait qu'on faisait notre travail correctement. Donc c'est assez difficile à accepter. Et c'est c'est certainement le début de la commercialisation à la ferme. On s'est dit, il va falloir qu'on réagisse à ça et on n'accepte pas le constat médiatique qu'on nous fait. Donc, on a créé, il a fallu un petit peu de temps de s'organiser, mais en 2002, on a ouvert la première boucherie à la ferme, dans une ferme qui était à 500 mètres d'ici, des anciens bâtiments de ferme de Corroy. Et voilà. Et puis, on a eu, bien sûr, toutes les embûches de connaître ce métier qui était le métier d'un autre. Hein. Boucher, c'est quelque chose d'assez différent d'agriculteur. Et on a dû apprendre ce métier pendant quelques années. Je dirais le succès a été assez rapide, le succès financier un peu moins, il a fallu s'adapter. Et je dirais que c'est un point de départ vers une prise de conscience d'une autonomie, ou en partie d'une autonomie financière, une spéculation qu'on ne contrôlait pas du tout, qu'on ne contrôle toujours pas très fort aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si on fait un truc maintenant ou... Et peut-être aussi, tu avais dit le fait que vous étiez passé du BBB vers la compte Aquitaine en faisant du essai de BBB. Est-ce que tu peux peut-être parler un peu de... Oui, donc ça c'est le début des années 2000. J'ai un père qui est assez entiché de bétail, un éleveur dans l'âme,
qui a vu l'évolution de la race blanc-bleu belge pendant de nombreuses années. Et la race blanc-bleu était une race à deux fins dans les années d'après-guerre, et qui s'est tout doucement, qui a tout doucement évolué très vite vers de l'hyper-viandeux, avec une certaine dérive, en tout cas on l'a considéré comme ça, et on a la mémoire courte, mais il y a eu une dérive quand même très très importante sur la génétique, sur les problèmes qu'on pouvait avoir liés à la consanguinité, à différentes choses, à l'hypertrophie et à ce qui va avec. Et à ce moment, mon père est francophile de nature, il fait un tour en France, et il a acheté un taureau Grande Aquitaine et un taureau Maine-Anjou, donc c'était des bêtes à grosse carcasse, gros développement, et parce qu'il estimait qu'on en avait été trop loin dans le blanc-bleu belge, que la politique de sélection n'avait pas été à la hauteur, compte tenu de l'évolution et du départ de la race. Et donc le but à l'époque c'était de croiser une fois, soit du blanc-bleu, soit du Maine-Anjou, qui s'appelle Rouge des Prés aujourd'hui, soit de Grande Aquitaine. Et voilà. Et ça c'est un premier changement auquel j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, parce que la blonde Aquitaine est une génétique qui passe très fort, ça veut dire que le phénotype s'en ressent directement. Le premier croisement qu'on a avec du blonde Aquitaine sur du blanc-bleu, c'est plus proche de blonde que du blanc-bleu. Donc on faisait des césariennes sur des bêtes qui ne savaient pas véler, avec des veaux de 35 kilos. Quoi. Donc ça c'était assez surprenant, et j'étais certain de faire une erreur. La Rouge des Prés, c'est différent. La Rouge des Prés, c'est des bêtes beaucoup plus. Et puis, en fait, mon père, qui avait plus de sagesse que moi, me disait attends, laisse grandir, on verra. Et effectivement, le poids carcasse et finalement le rendement financier de ces animaux était excellent. Et donc, c'était une première réflexion. Bon, bien sûr, on avait un cheptel qui était bigarré, un peu toutes les couleurs. Mais c'est un point de départ quand même vers un retour vers un peu plus de rusticité dans l'élevage, et ça a fait du bien, parce que après il faut quand même bien expliquer pour les gens qui ont beaucoup de respect pour les éleveurs aujourd'hui qui sont dans le blanc-bleu. On a eu certains vétérinaires ou chercheurs qui ont su isoler certains gènes porteurs de tare, et aujourd'hui on a pu rectifier un peu à bas, mais il était grand temps, parce qu'on avait de la mortalité, et je peux vous citer toutes les maladies qu'on avait, ça partait de la dystonie musculaire type 1 type 2, on appelait ça des voies électriques, des poids du nanisme, syndrome de scuté, syndrome de queue, enfin, on avait beaucoup trop de problèmes. Et voilà, donc je sais pas si on... Bon, on peut faire une petite pause là et voir si les personnes ont des questions à poser à Nicolas par rapport à vos missions, par rapport à des questions de certification aussi. Alors je vais demander que vous leviez la main, et on va vous apporter un micro, et parlez bien dans le micro, c'est très important, sinon on ne vous entendra pas lors de l'enregistrement. Et vous ferez gronder par Coralie, qui est là-bas, et qui va faire les vidéos d'enregistrement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à poser par rapport à ce qui a été dit? Bonjour, moi c'est plus fort pour Coralie. C'était juste par rapport à la suite du croisement aujourd'hui, quel est votre regard par rapport à ça, et justement par rapport à la distinction entre la viande du blanc-bleu et celle que vous avez croisée, puisque vous avez directement la qualité sur place avec la boucherie. Oui, j'allais venir, mais c'est comment... C'était évidemment une très bonne question. Je dirais qu'on a su, on a continué, quand on a fait le premier croisement, on a continué l'exploitation comme on le faisait. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de baies, jusqu'à 440 baies à l'époque, donc ça représentait beaucoup de naissances, beaucoup de césariennes, parce que les bêtes, elles ne venaient pas. Et plus le boulot dans les champs, c'était une gestion du travail qui était assez artificielle, qu'on a complètement changé aujourd'hui. Je veux dire que les veaux étaient sevrés à la naissance, et on essayait de gérer les pathologies. C'est ce que
on a évolué aussi dans les champs, c'est que gérer les pathologies, c'est pas une méthode d'exploitation, c'est plutôt le contraire qu'on va faire. C'est pas gérer les problèmes, c'est essayer de ne pas en avoir. Et à partir du moment où on met des veaux dans les cages et qu'on les soigne tous les jours, la pression pathologique était importante, donc c'était chaque année des veaux à diarrhée, des pathologies qu'on ne devrait pas avoir, qu'on n'a plus aujourd'hui. Et je dirais que l'évolution, et on a travaillé quelques années comme ça, et ça fonctionnait, mais on croyait que ça fonctionnait. Les chiffres économiques n'étaient pas très bons, mais on se plaignait, et puis ça continuait. Mais après, on a évolué vers plus de rusticité en travaillant plus qu'avec les taureaux blancs d'Aquitaine. J'ai acheté un mini troupeau de femelles blancs d'Aquitaine pour aller plus vite. Et là, à ce moment-là, on a rencontré beaucoup plus de rusticité chez les veaux. On s'est rendu compte que les veaux, quand ils naissaient par voie naturelle en général, ils avaient un réflexe vraiment comme un chien de berger court après des moutons, d'aller au pic, quoi. Hein. Donc, on avait perdu ça. On a retrouvé beaucoup de sensations qu'on avait perdues. Il faut le dire comme ça. Et finalement, c'est un autre cheptel, c'est autre chose. Alors, avec ses inconvénients et ses avantages, parce que dans chaque système, il y a des avantages et des inconvénients. La race blonde d'Aquitaine est une race beaucoup plus sauvage que le blanc-bleu, donc c'est évidemment très différent à contenir et à manipuler. C'est pas méchant, heureusement, parce que sinon c'est un vrai problème. C'est vraiment pas méchant, donc c'est extrêmement rare de voir une blonde, je crois que j'ai jamais vu une blonde qui tapait. Hein, puis en même temps, je dirais le comportement qu'on doit avoir avec ces animaux-là, il n'est pas question d'aller dans la contrainte, quoi, hein. Donc on ne sait rien faire avec les blondes d'Aquitaine si on court derrière ou si on crie dessus, encore pire si on tape dessus. Donc ça, il n'est vraiment pas question. Maintenant, voilà, donc c'est un signe qu'on a choisi. Il y a quand même un bémol à vraiment mettre en avant, c'est qu'au niveau grippe et pathologie respiratoire, c'est assez fragile. Hein. Donc la blonde d'Aquitaine, pour moi, est aussi fragile que le blanc belge. Pour le reste, ça n'a rien à voir. Et alors, on a choisi la blonde parce que c'est une race à gros potentiel carcasse viandeux. Donc c'était une morphologie différente et les gens les muscles se trouvent à des endroits différents. Mais quand on circule un peu en France, qu'on va dans les élevages d'élite, on se rend compte qu'ils ont des rendements carcasses égaux à ce qu'on trouve en bleu-blanc. Et c'est une bonne leçon pour les éleveurs de blanc-bleu d'aller visiter un peu et de se rendre compte de certaines évidences qu'on peut trouver. Alors, pour la qualité de la viande, c'était aussi proche du blanc-bleu. La blonde d'Aquitaine est une race assez maigre, dans le sens où c'est une race typiquement viandeuse en France. C'est dans le haut du panier de ce qu'on peut trouver en France en production de viande. Mais c'est quand même rien à voir avec la blanc-bleu. Et on est quand même sur un élevage qui est fort différent du blanc-bleu belge, avec problème de locomotion et un tas de choses, hein, c'est complètement différent. Et au niveau qualité de viande, on a tendance à être un peu mieux que du blanc-bleu. Alors, la qualité de la viande, la tendreté et qualité de la viande, c'est un gros débat, je crois qu'on pourrait passer un jour là-dessus, parce que hier, il y avait un Australien qui a visité la ferme ici, on parlait d'Angus, ils ont certainement de la bonne viande, les habitudes de consommation des Australiens, les Argentins sont différentes des nôtres. Ici, on a fait un progrès énorme dans le retour de la clientèle. Il y a plus de 3000 clients qui viennent à la boucherie ici. C'est une grande réussite à ce niveau-là. Donc, il y a un seul secret pour pouvoir faire de la viande de qualité, c'est d'avoir, si possible, réaliser des bêtes qui ont un certain âge pour avoir une certaine couleur à la viande, un certain goût, et alors et bien les engraisser. Donc bien les terminer, bien les finir. J'ai envie de dire les engraisser presque trop, surtout les blondes d'Aquitaine, pour pouvoir avoir la tendreté. Et ces deux ingrédients-là, vous réussissez sans problème. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, merci. Je voulais savoir au niveau de la boucherie et de l'abattage, comment c'était organisé au niveau de l'abattage pour ce nombre de bêtes.
Ça, c'est une question qu'on nous pose depuis 6 mois tous les jours, notamment la clientèle. On ne s'imagine pas, quand on parle d'innovation ou d'évolution, je dirais le changement de comportement chez les consommateurs. Internet est passé par là et on a vu toutes les dérives qu'on peut voir dans tous les domaines d'ailleurs, y compris l'abattage, et Dieu sait s'il y en a eu bien sûr. Mais c'est très simple, hein. On souscrit aux réglementations qui se font en Belgique, on les abat pas à la ferme, mais on les conduit simplement à l'abattoir de Ciney chaque semaine et elles reviennent en carcasse ou en PAT, prêt à découper dans la boucherie une semaine après. Et on essaye d'augmenter un peu le temps de mortification pour aussi être en flux un peu moins tendu que ce qui se passe dans la grande distribution. En grande distribution, il faut savoir que quand il y a un événement de gel ou des routes un peu bloquées, en 3 jours, les magasins sont vides. Ça veut dire que le flux est extrêmement tendu. Entre le temps de découpe et le temps de commercialisation, c'est 3 jours à peu près. Ici, on passe à 15 jours et voilà. Mais on les conduit nous-mêmes avec notre bétaillère et vache par vache, ce qui doit être réalisé. Et ça se passe dans la meilleure condition possible. Et avec l'étourdissement, puisqu'on est encore dans un système où l'abattage halal n'a pas encore suprématie sur tout, ils ont bien progressé, malheureusement, parce qu'il y a une bonne partie des bêtes sont tuées halal dans les abattoirs wallons. On se demande pourquoi. Et ici, bon, c'est pratiqué avec l'étourdissement. Et voilà. Je vais prendre une dernière question. Et puis, ça fait lever la main. Et puis, on continuera. Et ne vous inquiétez pas, il y a d'autres moments de débat, donc notez vos questions. Je vais le deux questions. Votre réflexion, enfin, quand vous regardez votre changement, vous avez été accompagné, vous avez trouvé des structures pour vous accompagner dans ce changement de la spéculation, parce que Blanc Bleu faire le croisement, ou vous avez été chercher uniquement en France, vous avez dit on va essayer et puis on verra. Et quel était le point de vue de vos homologues agriculteurs ou de collègues agriculteurs en disant ok, on va croiser, tu as du Blanc Bleu, tu as de la sélection et tu vas mettre du français dessus et, oui, non, parce que ça soulève un problème, si vous voulez, là, parce que quand on a commencé le changement, on l'a un peu opposé. Mon père est revenu de Taureau, j'avais une participation j'étais associé avec mon père, et donc j'étais intéressé par ce qui se passait. Et le jour où il est revenu de Taureau, j'étais un peu surpris, et puis voilà, quelque part, ça a été un peu forcé, mais donc voilà, mais par contre, à ce moment-là, on commençait dans certaines fermes à croiser, les gens qui sont précurseurs, mais en général, quand on discutait avec l'agriculteur, dans la profession, on a du mal à accepter qu'on a des problèmes. Parce qu'on pense que c'est passager et que ça ira mieux demain et qu'on est des optimistes et qu'on ne veut surtout pas montrer le flanc à un collègue. Et en fait, quand on discutait avec d'autres collègues d'élevage de Blanc-Bleu, personne n'avait de problème. Et en très peu de temps, on a vu dans la prairie les couleurs arriver un peu partout, d'ici jusqu'à Libramont. Hein, et quand je dis très peu de temps, en fait, on avait différents problèmes. On avait un problème de rentabilité, on avait un problème, ce que je viens d'expliquer, les problèmes de table et compagnie, tout ce qu'on peut. Mais on a du mal à admettre oui, et le regard des autres, il était beaucoup plus violent avec les techniques de sans labour qu'en élevage. Parce qu'en élevage, c'est plus aléatoire. Chacun le sent un peu, chacun a ses capacités, son degré de conduire son élevage, d'être éleveur ou pas. Enfin bon, c'est plus faire du froment, faire des betteraves. Ça se voit très fort, chaque action on le voit au champ, chaque action de préparation de sol ou quoi que ce soit, ça se voit. Donc là, je dirais la vision des autres agriculteurs est beaucoup plus impactante que ce qu'on a vécu en élevage. Ok, merci. Donc je propose qu'on passe à la deuxième étape. Donc notez vos questions si vous en avez encore, il y aura d'autres moments d'échange.
Donc on a parlé justement de la boucherie, qui est une société qui est un peu en dehors de la ferme et qui fonctionne bien et qui est gérée par votre femme. Donc voilà. Et je vois qu'en 2007, vous avez repris totalement la ferme et que s'en est suivi justement l'installation de la boucherie vraiment à temps plein pour Nathalie et ensuite la création de Green Farm en raison de l'arrivée de Nicolas Vorsburen. Donc vous avez créé pas mal de sociétés en dehors de cette ferme. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus? Oui, un peu, tout à fait. Pour commencer, je tiens à excuser Nathalie, qui est mon épouse, qui justement est occupée dans une de ces deux boucheries à Louvain-la-Neuve. On va y revenir. Mais je dirais que globalement, c'est en 2007, il y a eu un événement qui est la retraite de papa. Et donc à un moment donné, on a les coudées un peu plus franches et on peut laisser un petit peu de liberté à son imagination. Mais il y a un événement qui est très important, c'est la rencontre avec Nicolas Vorsburen, qui est un ami d'enfance quelque part. Donc ça se passe en 84. Ses parents sont architectes. Et à 10 ans, c'est un garçon qui est attiré par les fermes. Quand il partait en vacances, il allait traîner avec les fermiers du coin. Et donc peut-être un peu d'atavisme quelque part caché, je ne sais pas. Et puis ses parents nous ont demandé, à mes parents, d'accueillir Nicolas à 10 ans pour travailler à la ferme. Donc ça se passe dans les betteraves au mois de juillet. À 10 ans, c'est pas grand. Et puis on était étonnés de voir un gars qui ne baissait pas vite les bras et qui parlait beaucoup et qui disait exactement les propos qu'il avait. Plus tard, je serai fermier. Alors, on lui disait comment ça coupait des traces et on verra au soir si ça va. Quoi, hein. Et puis le lendemain, il est revenu, ce qui était assez rare, parce que 10 ans, dans les betteraves au mois de juillet, c'était quelqu'un d'assez atypique. Et puis, il a fait des études à Louvain-la-Neuve. Ses parents l'ont vivement conseillé de s'accrocher un peu, d'arriver au bout de 7 ans d'études, parce qu'il en a fait 7 pour en faire 5. Et puis, son parcours, c'est 1 an en Picardie comme chef de culture, 5-6 ans en Afrique dans une conduite de canne à sucre, et puis il est revenu en Belgique, se socialiser un petit peu, et à ce moment-là, tout simplement, on me dit, tiens, moi j'ai vu beaucoup de choses à l'étranger, tu devrais acheter un séminaire de semi-direct, on devrait faire ci, on devrait faire ça. On était très proches, très liés, et puis papa, prête-moi un tracteur, moi je vais acheter un séminaire. Ça a vraiment commencé comme ça. Et puis on a discuté, il m'a dit, attends, si tu fais des travaux chez l'agriculteur, il faut un statut, il faut aller voir un comptable qui nous a dit, faites une société. Et on est parti comme deux touristes, vraiment en se disant, on va faire ce que les autres ne font pas, donc on ne fera concurrence à personne d'autre, et on va s'amuser un peu, c'était vraiment parti comme ça. 1 an, on a créé Green Farm en 2007. Notre but, c'était de faire du TCS, ce qu'on ne faisait vraiment pas à ce moment-là, ou très peu, en tout cas, c'est un précurseur ici, il y a plus dans l'équipe. On a des imminents, ici dans le technique. Et puis 1 an après, on a repris une entreprise agricole en simplement achetant un tracteur, donc une opportunité qui est passée par là, le train qui passait, et ça, c'était important parce qu'il y avait une dizaine de moissonneuses. Le matériel que vous voyez aujourd'hui, malheureusement, est stocké ailleurs, donc vous ne voyez pas grand-chose, mais c'était important, donc ça nous a fait, de 1, à changer complètement notre habitude de travail qui était décuplée, évidemment, et puis sortir de la ferme, pour moi, c'était important. Je sortais enfin de la ferme, je répondais à quelque chose qui me passionnait aussi, c'était le matériel agricole. Et puis, c'est le début, quoi. Le début de Green Farm Pirard. Pirard, c'est le nom de l'entrepreneur qu'on a, si vous voulez, l'entreprise qu'on a repris. Et puis là, c'est le début d'une grande aventure, parce que ça fait 7 ans aujourd'hui. Et on a toujours, je dirais, cette influence de Nicolas, qui est malheureusement de moins en moins ici, parce qu'il a développé parallèlement à ça de la consultance agronomique, qui marche extrêmement bien aujourd'hui, puisque on voyait tout à l'heure Soil Capital là, ils ont créé une société à plusieurs qui s'occupe qui s'occupe d'encadrer des projets à l'étranger pour des investisseurs qui voudraient acquérir du foncier, mais le faire de manière type agriculture régénérative,
donc peut-être encore plus loin que l'UPCS. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui les occupe à full time. Hein, donc Nicolas, quelque part, il est entre une dizaine, quinzaine de pays dans le monde et ici. Hein, il y a des points de chute de temps en temps, mais ça nous apporte aussi, je dirais, une vision d'une agronomie, je disais tout à l'heure, étrangère, et sur tous les plans, aussi bien économiques qu'agroécologiques. Enfin, c'est quelque chose d'absolument important parce que je pense que Nicolas, avec le volume de ce qu'ils font aujourd'hui, on parlait d'une trentaine de fermes sur 9 pays qui doivent vraiment manager, et quand je dis 30, je suis en dessous de la réalité. Eh bien, quelque part, ils ont accès à des consultants à travers le monde ou des idées neuves qu'on ne pourrait mettre en application que si derrière il y a du volume pour pouvoir les valider. Et je pense que c'est très important. Et voilà. Alors ça nous a aussi amené à engager un peu de personnel pour pouvoir faire face à tout ça. Et pour l'instant, on est dans les agronomes de Louvain-la-Neuve parce qu'il y en a à peu près 4 ou 5 qui travaillent autour de nous, y compris Régénacteur. C'est des bonnes recrues, ça se passe bien. Mais ça donne aussi un certain niveau à ce qu'on essaie de faire et de se différencier dans le travail de tous les jours. Donc, une entreprise agricole, c'est quelque part je dirais une réponse ou un travail spot qui se fait de manière assez conventionnelle, traditionnelle, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi de la gestion de terre pour des propriétaires ou autres. Et quelque part, on a cette latitude-là, cette liberté-là de pouvoir gérer des surfaces et de faire à notre manière. Et notre manière, c'est du TCS, c'est de l'agroécologie en général, hein, qui passe par des techniques de travail du sol différentes, des systèmes de pulvérisation différents. En tout cas, une prise de conscience de la biologie. Et là, je me rapproche de l'élevage. En fait, on se rend compte en élevage comme en agriculture qu'on doit travailler avec la nature et pas contre. Aujourd'hui, en agriculture, on a des produits contre certaines adventices, on a des produits contre des insectes ravageurs, contre des champignons, contre des maladies cryptogamiques en général. Et on a oublié le pour, quoi. On a oublié peut-être un peu derrière ça, il y a la nature et qu'il y a de la vie et qu'un sol, c'est pas un support où on marche dessus, c'est quelque chose de bien plus important que ça. Et c'est là que certaines dimensions de connaissance nous apportent beaucoup parce que on prend conscience que c'est très compliqué ce qui se passe dans un sol, compliqué ou plutôt très complexe, et qu'on n'a pas assez de connaissances aujourd'hui, on n'en aura jamais assez parce qu'on doit faire preuve de beaucoup d'humilité devant la nature, et c'est un système qui est très compliqué et en même temps très passionnant. Ok, merci. Peut-être par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Voilà, justement, c'est au niveau du sol, vous parlez des compétences acquises. J'aurais voulu savoir avec qui et comment est-ce que vous avez fait vous pour capitaliser ces informations-là et pour les réapproprier, c'est-à-dire pour les gérer au quotidien. Est-ce que c'est quelqu'un qui continue à vous conseiller ou est-ce que vous avez la possibilité de vous les approprier? Oui, c'est une question très vaste, hein, parce que justement, face à l'ampleur de ce qu'il y a à connaître ou de ce qu'il y a à maîtriser, c'est énorme, évidemment, et c'est ce qui fait le côté passionnant de notre métier. Alors, je dirais, les conseils, ils sont un peu de tous ordres. Hein. C'est de la littérature, c'est des rencontres, c'est des précurseurs, c'est un tas de choses, c'est des informations au quotidien qui viennent de la recherche, évidemment. Et je pense que c'est tout. En fait, pour répondre à votre question, c'est tout ce qu'il y a moyen d'aller chercher, il faut aller le chercher. Et y compris la remise en question de ce qu'on fait, ce qui est peut-être une chose assez difficile. Je pense que
en toute humilité, je pense que ce cap-là, on l'a passé, se remettre en question, hein, ce qui peut être aussi dangereux parce qu'on ne doit pas faire que de la recherche, il faut en même temps assurer une rentabilité à la ferme. Mais ça se fait sur de nombreuses années, ça ne se fait pas sur un an. Et aujourd'hui, si je pouvais vous parler de pulvérisation aujourd'hui, c'est quelque chose qui me semble terriblement simple et terriblement évident de faire du bas volume, de travailler le matin à la rosée, de travailler comme on travaille aujourd'hui. Ça n'a pas été toujours le cas. On a eu des inquiétudes. La première fois que je me suis retrouvé à 4 h du matin dans du blé, tout perlé d'humidité, il n'était pas vert, il était bleuté, je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici? On ne m'a pas appris ça, quoi. Hein? Donc c'est un processus qui est lent, mais derrière ce processus, je pense que ce qui est peut-être très important de considérer, c'est une certaine forme d'éveil à pouvoir aller chercher cette information, à pouvoir à dénicher, à pouvoir être prêt à la mettre en œuvre. Et bon, ça s'appelle de la curiosité, ça s'appelle de la passion, ça s'appelle différentes choses, mais travailler en réseau, travailler avec d'autres agriculteurs comme un objectif, c'est presque aussi des notions d'économie. Faire en sorte que les gens avec qui on travaille, qui sont d'accord avec nous, qui ont la même mouvance, atteignent eux aussi leur objectif, c'est travailler en réseau, c'est de l'économie aussi, ça. Donc, je pense que c'est cet ensemble de choses-là qui font qu'on peut prétendre à se différencier, à acquérir de la connaissance. Et la vraie connaissance indépendante, pas celle d'un technico-commercial qui vient chez vous, une connaissance qui est la juste connaissance indépendante. Et c'est là que Region Acteur intervient. Greenotech, ce sont des ASBL qui sont importantes pour nous aider dans ce domaine-là. Et voilà. Globalement, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Bonjour Marc Pichet, Nature et Progrès. C'était très intéressant d'avoir expliqué comment vous étiez passé du blanc-bleu à la blonde aquitaine dans une prise de conscience et en mettant en avant l'orientation qu'avait pris la blanc-bleu. Dans le cadre de vos cultures, pour passer à la technique TCS, est-ce qu'il y a eu un raisonnement également au niveau de l'agronomie, au niveau de la vie du sol? Est-ce qu'il y a une motivation qui vous a conduit vers ce choix-là? Parce que vous auriez pu choisir autre chose dans une technique de culture. Eh bien, le premier changement, quand on parle de 10 ans de TCS, on faut remonter bien avant ça. Un jour, j'ai ramené une machine chez moi qui était un décompacteur. Et bon, j'ai acheté ça avec mes propres économies parce que mon père avait culture de labour depuis toujours, et grand-père, père, grand-père, et puis on peut remonter loin. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer ce truc-là, et en catimini, j'ai remis ce machin, j'ai accroché ça devant la rotative, et je savais le moi tout seul. Donc l'approche, elle était pas vraiment agronomique, elle était plutôt efficience. Efficience économique. On avait un ouvrier qui travaillait 17 ans en ferme et qui nous a quittés, donc il fallait assurer aussi le boulot. Et ça a duré 2-3 ans, donc on est passé d'un changement de technique de travail du sol, je dirais, avec une vision pas vraiment agronomique au départ, mais très vite elle est devenue agronomique. Parce qu'on s'est rendu compte que déjà ça fonctionnait. Il faut bien imaginer que quand on travaille avec son père, conflit de génération et compagnie, la première fois qu'il m'a vu se mettre avec ce truc-là, il est venu avec sa 4N sur le bord du champ, et il est monté dans la bagnole, il dit, moi je ne vais pas voir ça, je tire ton plan, c'est pour travailler comme ça. Voilà, c'est des bouleversements, culturels, sociaux, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais c'est assez violent d'aller à l'encontre de ça. Et puis 2007, c'était la retraite de papa, et je vous disais, on a eu un petit peu. Mais pendant des années, mon père m'a demandé si là, dans cette parcelle-là, tu vas labourer. Hein, donc, et j'ai combattu un peu ça en me disant non, mais c'est difficile de vous faire comprendre, de faire changer d'habitude quand on a un historique comme ça. Et puis je me suis dit que, alors c'est une très bonne question parce que quand on a commencé, j'étais indécis à un moment donné où je me disais, mais après tout, la charrue ou le système fonctionne aujourd'hui, et je dirais la majorité des gens travaillent encore comme ça. Alors, pourquoi changer si c'est pour se différencier
Mais je me suis posé la question, en fait, pourquoi je laboure? Le premier cheminement, c'était ça. Pourquoi on fait comme ça? Depuis toujours, on m'a dit de faire comme ça. Ouais, pourquoi? Et c'est pourquoi sont devenus, on laissait place à du raisonnement, et très vite, on s'est dit, mais en fait, c'est con, quoi. Oui, c'est intéressant pour ça, c'est pas intéressant pour ça. Et en région Alcaire, je veux dire, un agronome spécialiste du prix de revient des matériels agricoles, c'était une manifestation très intéressante. Ce bonhomme, Julien Hérault, qui est un spécialiste consultant français, qui nous a parlé du prix de revient du matériel agricole. Alors, sauf que pendant 2 heures, il a parlé d'agronomie. Bon. Et il avait raison, parce que tout passe par là. Il ne s'agit pas d'acheter un semoir de semi-direct, parce qu'on fait un calcul et on dit on ne fera plus qu'un passage, et c'est purement financier, ça va coûter 45 € de prix de revient à l'hectare, et puis time, terminé, plus de charrue, plus de rotative. C'est pas comme ça que ça va, ça ne marche pas comme ça. Il faut, avant d'utiliser ça, il faut être prêt, il faut que les sols soient prêts déjà pour pouvoir le faire. Donc ça passe par un cheminement, et moi je me suis dit, faisons place un peu au raisonnement, et on a fait la part du pour, du contre, et puis on a tout doucement commencé en étant très prudent, en faisant déjà tous les semis de blé dans les saisons, puis à un moment donné on est passé au cap de ne plus labourer pour l'hiver, et puis là c'était un grand pas, et puis on a vu que ça marchait, et on n'a pas fait de grosses erreurs, on a été de manière graduelle, et aujourd'hui on est plus loin, parce qu'on sait ce qu'on aurait dû faire pour améliorer, mais on n'a jamais pris de gros risques, parce que c'est des risques économiques qui se traduisent au bout de l'année par un compte en banque. Et voilà. Et puis, il y a une phrase de je ne sais quel philosophe qui dit l'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui sert à éclairer le chemin parcouru. Eh bien, moi, je n'avais pas envie de. Je me disais, il y a peut-être moyen de faire mieux que ça. C'est bien le chemin parcouru, mais l'avenir, il est devant nous. Et Dieu sait si aujourd'hui on se rend compte que c'est encore plus fort que ce qu'on a connu ces 15 dernières années, c'est que l'agriculture bouge très très vite. Aujourd'hui, les nouvelles technologies arrivent, la numérique arrive en agriculture, et je pense qu'on a encore beaucoup d'évolutions, heureusement, on a encore beaucoup d'évolutions à faire. Donc voilà, quelque part, pour répondre à votre question, c'était d'abord se dire en fait, mais pourquoi je fais comme on m'a toujours dit de faire. Je voulais savoir pourquoi. Et puis là, c'est pas une question facile, mais on fait le bilan des plus, des moins, et puis on continue, on continue. Et puis on se rend compte que les notions agronomiques arrivent, la connaissance agronomique arrive, toute humilité, parce que je vous dis, je crois que le sol c'est quelque chose d'important. On peut passer sa vie à étudier un sol, et d'ailleurs il y a des pédologues qui le font, mais on a continué, et puis aujourd'hui on a cette expérience où il n'est pas question de chambouler ça et de revenir en arrière. On a encore beaucoup plus à faire il y a encore du développement là-dedans, et on a résolu beaucoup de problèmes. Il y a la question du Roundup, qui est la question bateau, il y a des choses comme ça. Et je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ça maintenant, mais la question du Roundup, qui est quelque chose je dirais, de socialement très mis en avant au niveau communication, médiatique, le Roundup, beaucoup d'agriculteurs conventionnels nous disent sans Roundup, vous ne savez pas faire du non-labour, vous ne savez pas détruire un couvert devant une culture de printemps. En fait, les gens qui critiquent, les TCistes ou les agriculteurs un peu innovants d'utiliser du Roundup, ont commencé à l'utiliser aussi, c'est pas une réponse à la question, quelquefois de manière disproportionnée, parce qu'ils ne sont pas conscients que le Roundup est quelque chose qui se lie dans l'eau avec des cations, et que quelque part, si on met 4 litres de Roundup, si vous avez une bouillie qui n'est pas acidifiée, ben, il y a déjà la moitié qui est liée. Donc il y a moyen d'utiliser le Roundup de manière beaucoup plus parcimonieuse qu'on le fait aujourd'hui, avec des bouillies, des bas volumes, des choses pareilles, avec de la connaissance finalement. Mais alors là, je vais vous expliquer par un exemple, et vous allez comprendre l'aventure qu'on a eue l'année passée. Eh bien, on va écouter Frédéric Thomas en Bretagne au mois de décembre l'année passée. On arrive dans la ferme et on voit un blé à l'entrée de la ferme qui est tout rouge. Enfin, on voit qu'il y a un couvert qui est pulvérisé au Roundup visiblement. On voit à peine le blé dedans qui pousse, et on se dit, s'il nous amène faire une conférence sur le semi-direct et montrer un truc cramé au Roundup, c'est vraiment pas top. Donc
C'était l'a priori qu'on avait. On a notre conférence qui dure la journée, après on sort, on va voir le champ, et le type nous explique, voilà, ici, avec les potentiels de rendement de 6 tonnes hectares, on est parvenu, avec des 10 ans de TCS et 5 ans de semi-direct, on est parvenu à atteindre 90 quintaux hectares dans la région. Une ferme qui ne valait rien il y a 15 ans, aujourd'hui, elle a fait un bond en valeur foncière extrême. Tout le monde aujourd'hui est prêt à acheter ma ferme. Effectivement, un coup de pêche dans le truc, et on voit une structure magnifique. Beaucoup de biologie, beaucoup de biodiversité dans le sol. Et alors la question du Roundup fuse. Hein, et moi le premier. Et on lui dit, vous avez un tendon d'Achille sur cette méthode, c'est qu'il a quand même fait un peu de Roundup. Alors le type nous explique, on a fait du Roundup, 1 litre de Roundup, pour calmer le couvert qui était là, pour laisser démarrer le blé. Donc il y a déjà l'esprit de compétition qui entre en ligne de compte, là, qui n'est pas, on met tout à zéro et on repasse à autre chose. Et puis, on est passé, et nous explique par rapport à l'augmentation de biologie, au gap de rendement qu'on a fait, à la structure qui est beaucoup plus drainante, c'est des sols hydromorphes là-bas en Bretagne, qui une fois qu'ils sont saturés d'eau, c'est tout est noyé. D'ailleurs, on voit que des fossés autour de chaque parcelle. Et puis, on va voir une deuxième parcelle où on voit un blé avec du trèfle blanc, ils évoquent par Stolon, vraiment de manière très rampante. Et il nous dit, voilà, ici, on est sur un exemple de blé avec un trèfle qui fait son boulot de plante compagne et qui amène même un peu d'azote. C'est une légumineuse. Et puis, la première chose qui va se passer, si on a un hiver correct, c'est que le trèfle il va partir. Et de toute façon, s'il ne part pas, le premier coup de sulfo qu'on va faire au printemps pour désherber, le froment est libéré. C'est le truc le plus facile à désherber, c'est un trèfle dans du blé. On ne parle même pas de Roundup. Mais ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, c'est que, en fait, c'est dans l'innovation et c'est dans la recherche qu'on va résoudre le problème du Roundup. Et c'est surtout pas dans le voisin qui vous dit, mais toi, tu mets du Roundup parce que tu es dans la boue. Ça n'a aucun sens. Hein. Le sens, c'est d'aller retrouver les connaissances qu'il faut pour pouvoir s'affranchir du Roundup. Et en fait, ça paraît encore un peu compliqué aujourd'hui, mais puis il y a plein d'exemples, et ça c'est le côté pratique de notre métier. Cette année-ci, on a été écrasé 140 hectares de couverts à l'île du Saint-Sylvestre et la suivante quand il gelait. Hein, et on s'est rendu compte que quand on écrase des couverts qui sont réussis, qui sont très bien implantés, c'est comme un désherbage. Hein, où il y a le gel qui nous a aidés, mais le fait de les coucher au sol, déjà ça améliore évidemment la dégradation du couvert parce qu'il est au sol. Les bactéries, tous les auxiliaires de vie qui sont dans le sol vont pouvoir dégrader beaucoup plus facilement. Mais on est tombé sur un exemple où il y avait 4 mètres de semis qui étaient ratés, le fermier avait loupé 4 mètres, et il y avait du blé qui repoussait, forcément des repousses. Il n'y avait que ça. Terre assez propre, mais il n'y avait que des repousses de blé. Et puis on a fait une photo de ce truc-là, une semaine après. Le couvert était gelé, cramé, on a l'impression que le Roundup était devenu, je dirais, complètement accessoire. Et là, dans le froment, eh bien, si on sème une culture de printemps derrière, le froment est dans les pieds, quoi. Hein, et on ne va pas travailler le sol à ce moment-là, on va devoir attendre très proche du semis, ce qui n'est pas... Et je vous assure que des racines de blé, quand elles vivent bien au printemps, parce que la culture est faite pour passer l'hiver et pour se développer, c'est vraiment embêtant. Quoi. Ça veut dire qu'un couvert bien implanté, c'est un désherbant. Et voilà, donc finalement, ces deux exemples, tout simplement pour expliquer que c'est par de la connaissance qu'on va arriver à... Et il y a des gens dans la salle, il y en a qui se permettent de s'asseoir, d'ailleurs, qui est beaucoup dans le cœur, qui pourraient en parler mieux que moi, parce qu'il a plus d'expérience dans la semi-direct, mais c'est par là qu'on va arriver, quoi. Donc des perspectives, il y en a. Ok, merci. Je propose qu'on revienne aux questions après. Attends. Je dois toujours parler dans le micro. Voilà, moi je suis agriculteur, en technicien certifié depuis 35 ans, mon papa a commencé. Moi, en tant qu'agriculteur, je voulais savoir pourquoi tout le monde est contre le Roundup. Pourquoi le Roundup? Parce que finalement, dans les études scientifiques que moi j'ai pu lire jusqu'à maintenant, on ne trouve pas grand-chose. Et alors, on part dans la rivière, ok, mais ça, il y a moyen de l'échapper autrement. Mais... Enfin voilà, vous avez posé une question, moi je vous repose une question en tant qu'agriculteur. Pourquoi vous êtes contre le Roundup? D'accord. On va pas faire un débat sur le Roundup aujourd'hui. Je vais pas faire le débat sur le Roundup aujourd'hui, on peut le faire peut-être pendant 1 heure.
le positionnement du Roundup, la question du Roundup actuellement, c'est principalement sur son évaluation. Les questions sont là. Est-ce que cette molécule a été correctement évaluée quand elle a été autorisée? Des études du CIRC et autres nous montrent qu'il y a des problèmes, notamment au niveau du cancer. Des études, des observations au niveau des États-Unis montrent que les dossiers n'ont pas été très clairs. Et voilà, c'est à ce niveau-là. Il y a une demande de suspension de l'autorisation du Roundup pour pouvoir faire la lumière sur vraiment les risques liés à l'utilisation du Roundup. Ça, c'est une chose. Alors, je vais quand même répondre un peu plus largement à votre question. Cette question-là ouvre la question de savoir est-ce que mettre une agriculture dans une voie 100% pesticides avec le Roundup en tête de file, est-ce que c'est une solution? Je ne crois pas. Et j'ai bien aimé votre remarque, c'est que chaque fois, vous dites oui, il y a le Roundup, mais on réfléchit, on cherche d'autres solutions, on cherche des techniques qui permettent de s'en passer, il y a les couverts du sol, et ainsi de suite. Voilà. Je crois que j'ai envie de dire, le débat qui est actuellement, ben, ce n'est pas le sujet, mais bon, je pose la question, je réponds. Le débat qui est actuellement au niveau du Roundup est excessivement intéressant parce que c'est très réactif. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et je remarque, et je mets bien tout le discours de monsieur, c'est que chaque fois, c'est suite aux questions que lui se pose, aux questions qu'il avait avec ses clients, qu'il modifie sa façon de travailler. Il travaille sa viande en fonction de la demande de ses clients. Il travaille des bêtes plus âgées, il est fini pour répondre à une demande, sans trop les choquer, puisqu'il a essayé de faire une blanc-bleu, une blonde d'Aquitaine qui se rapprochait de la blanc-bleu en termes de goût. Il n'a pas révolutionné. Voilà, ça c'est intelligent. Et donc voilà, donc, je crois que le débat qui est actuellement sur le Roundup, les agriculteurs devraient se poser la question, mais est-ce que c'est encore une voie d'avenir sur du très long terme? Alors maintenant, j'arrête. Quand on parle du Roundup, traiter du Roundup pour traiter à couvert quand la terre est complètement verte avec du Roundup, c'est un mode d'utilisation. Le traiter après ou avant une récolte, ça c'est interdit maintenant heureusement. Le traiter après une moisson sur des chaumes avec une tache verte de ci, de là, quand on sait que ce produit-là, en effet, il est soluble dans l'eau et il descend dans le sol, là on peut se poser des questions. Merci à Marc pour cet éclairage. On propose qu'on reprenne un peu le lead de notre processus ici, enfin de l'histoire finalement. Peut-être en se disant, bien, voilà, on est dans une ferme avec des très beaux bâtiments en bois. Pourquoi est-ce que finalement on est arrivé ici? Et aussi peut-être mettre l'accent sur toutes les activités que du coup la ferme peut accueillir, et notamment la boucherie, peut-être les différentes voies de commercialisation, et puis le jeune acteur aussi qui est accueilli dans les bureaux ici. Bon, ben oui, on va continuer. Donc, on va continuer, mais je vais quand même m'arrêter 3 secondes sur ce qu'on vient de discuter. 3 secondes. C'est que je pense que tu as raison quand tu dis ça, mais c'est quand même de la merde. Il faut quand même accepter qu'on ne régule pas qu'il y a une dose de vie, une persistance de 50 ans dans les sols. Quand même, il faut accepter que ce n'est pas de l'eau bénite. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que quand vous avez dit qu'on s'adapte aux choses, avant d'oublier, parce que c'est l'actualité, mais on oublie, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, bien plus vrai aujourd'hui. On est en train de prendre des claques dans la figure, nous, quand on a... C'est le lien avec l'évolution, parce que donc la boucherie, la ferme ici, quelque part, c'est une visibilité... C'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Hein. On ouvre 2 jours par semaine et on fournit 4 ruches et des points de vente sur Internet. Et 439 000 €, c'est public, vous pouvez voir, c'est un SPRL. Je suis très fier de pouvoir dire ça, c'est surtout ma femme qui s'en occupe, c'est pas moi, mais moi je suis un peu en amont parce qu'il s'occupe des vaches de gens. Mais c'est quand même, indépendamment de la performance, c'est quand même un modèle d'économie pour beaucoup de fermiers qui... Moi, quand j'entends des agriculteurs aujourd'hui qui se plaignent, qui disent que les gens ne mangent plus de viande, il y a un truc qui a été raté quelque part. Hein. Il y a une adaptation qui a été ratée quelque part, et je pense que si tout le monde
avait été plus loin dans le produit, ça veut dire s'occuper de la vente, on aurait peut-être d'autres débats, on brûlerait peut-être un peu moins de pneus dans les ronds-points en Bretagne aujourd'hui, quoi. Je suis persuadé de ça. Et d'autant qu'on rencontre plus ce qui intéresse les gens aujourd'hui, quoi. Hein. Donc là, cette image, cette boucherie qui fonctionne ici, rayonne un petit peu dans une certaine notoriété dans la région, et on est devenu, et on a eu une opportunité pour développer un deuxième magasin à Louvain-la-Neuve, par une chaîne de magasins qui s'appelle le magasin Farm, hein, qui ont une philosophie de produire bio, mais avec une certaine élégance dans la considération des producteurs du secteur primaire, pour simplifier, et ça m'a assez bien plu. Quand je dis qu'on a eu cette opportunité, ben on en était une aussi. Parce que s'ils sont venus le chercher, c'est qu'on a fait nos preuves ici avec un point de vente. Donc voilà, c'est une association win-win-win. Mais les clients de la ville de Louvain-la-Neuve, plus dans le piétonnier que Louvain-la-Neuve, c'est peut-être pas des clients de telle ou telle région, pour ne pas faire de comparaison, mais il n'empêche que s'adapter à ce qu'on va vendre, hein, et si en plus ça raconte une certaine philosophie de ce qu'on aime bien, eh bien, c'est très intéressant. Et alors, il y a les évidences complètement factuelles qui s'annoncent et qu'on prend un peu dans la figure aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on peut vendre du poulet fermier, peut-être élevé en bio, c'est pas très compliqué, c'est aussi cher que la viande bovine, quoi. Et c'est des fameuses claques dans la figure, parce que quand on vend des carcasses à 4,50 €, des bonnes vaches et qu'on retrouve la semaine prochaine chez Aldi des boulettes à 3 € et on fait la publicité dans le truc, ben, quelque part il faut choisir sa voie et surtout pas cautionner ce genre de commercialisation. C'est un petit peu une aparté, mais aujourd'hui c'est bien plus important. Enfin, on se rend compte qu'on doit travailler avec ce que veut le public aussi et ne pas trahir certaines philosophies, certaines convictions qu'on a. Et si les deux se marient, ben, pour moi c'est assez important. Donc il est certain qu'aujourd'hui on va évoluer vers ça. Il y a un modèle qui me plaît très bien aux États-Unis, en Virginie, c'est Joël Salatin. Allez voir la vidéo de ce gars-là, c'est un fermier, un agriculteur qui a un mode de production avec différents produits, et aussi bien de la volaille, du porc, un tas de trucs dans les espaces que personne ne voulait en Virginie. Et le bonhomme, c'est devenu un modèle, il a écrit 6 bouquins, il est capable de faire une tête d'eau, et en même temps, il est capable d'aller ramasser ses œufs avec son chapeau de cow-boy dégueulasse devant la caméra. Donc, pour moi, ça, c'est un modèle agricole qui est très intéressant. Alors, moi, tout à l'heure, j'ai pensé à quelque chose, quand on parle de blanc-bleu et tout ça, je ne voudrais pas jeter le discrédit sur les gens qui font du bleu-blanc et qui le font bien, je ne voudrais pas jeter le discrédit sur des gens qui font une agriculture conventionnelle parce qu'ils ils ont peut-être peur de faire autre chose. Hein, donc on ne peut pas aller dans la contrainte. Moi, je ne veux pas être dans la contrainte et de dire aux agriculteurs qui font des choses différentes que moi que c'est des cons ou qu'ils font mal, c'est certainement pas, mais je pense que j'en reviens à la phrase de mon auteur préféré, là, qui commence un petit peu, ça c'est cette espèce d'idéologie qui dit, Idriss Aberkan, c'est un scientifique français, qui dit toute révolution commence par une période où on considère ça comme quelque chose d'anodin, de débile, et puis il y a une phase où ça fait peur, et puis à un moment donné ça devient quelque chose d'évident, comme si ça avait toujours existé. Alors ça c'est facile à dire comme ça, c'est très théorique. Prenez l'exemple de la condition de la femme en 1789, quand on sort de la monarchie absolue du roi divin, où déjà considérer l'homme un peu mieux, la femme c'est ridicule. Hein. 100 ans plus tard, la femme commence à travailler, l'épouse commence à aller travailler, qu'est-ce qui va nourrir, enfin c'est des changements d'habitude, ça gêne, qu'est-ce qui va nourrir les gosses, qu'est-ce qui va faire manger le midi, et puis aujourd'hui toutes les femmes travaillent, toutes les femmes votent, c'est normal quoi, ça n'a pas toujours été normal quoi. Hein. Et bien l'agriculture c'est un peu pareil. Et il y a une phrase de Bill Kapchuk, un agronome australien, qui dit la même chose, qui dit en agriculture, tout changement fait peur, et une révolution, la révolution française c'est une vraie révolution, mais
balayer des générations d'habitudes de travailler le sol avec une charrue, pour nous c'est une révolution, hein, parce que c'est un changement important. Pour moi, un changement important, c'est une révolution. Ok. Donc on a parlé de la boucherie, on a parlé de la révolution. Et l'accueil de Régionactère, dans les locaux, peut-être l'intérêt aussi des échanges avec eux. Et puis alors on peut peut-être passer directement aussi aux réflexions qui sont en cours sur le passage au bio. Et voilà. Donc, Juste un petit mot sur les bâtiments. On a construit ce bâtiment en 2013-14 parce qu'on est dans une situation familiale, ferme familiale, où on se disait que c'est difficile de s'étendre compte tenu de la localisation. Et puis le deuxième site à Louvain-la-Neuve qui est en passe de devenir une zone d'habitat. Donc c'est des changements qui font qu'on s'interroge et qu'on se dit est-ce qu'on fait le pas de refaire des investissements conséquents comme ça a été le cas. Et en fait les inquiétudes ont fait place à l'optimisme, puisqu'on est plutôt des gars optimistes, et optimistes donc on a mis notre métier, on s'est dit bon, on y va, et puis voilà. C'est un pari sur l'avenir, c'est des gros capitaux, des gros investissements. Donc ça nous imposera aussi à se remettre en question, faire face à l'innovation pour pouvoir payer les banques les années futures. Mais je crois qu'on était assez sur Régionactère, donc je vais laisser la parole à Fred qui s'occupe d'un des deux agronomes qui s'occupe de la SBL, et voilà, il va vous en parler en 2-3 mots. Pas facile de passer après Nicolas, je trouve que c'est un trop bon orateur, c'est pareil avec son cœur. Mais tout a été dit. Alors voilà, en 2 mots, je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que je trouve que c'est plus intéressant que vous ayez le témoignage de Nicolas plutôt que de la publicité pour Régionactère. Donc Régionactère est une ASBL sans but lucratif et on est 2 agronomes. Ça part du constat que les agriculteurs et notre public cible chez Régionactère, c'est des agriculteurs qui sont conventionnels. Donc on parle bien pas des agriculteurs bio pour l'instant. Et on se rend compte qu'ils sont dans un système assez verrouillé. Et donc il y a toute une série de freins qui font qu'ils ne se lancent pas dans des innovations, un peu comme l'a fait Nicolas en 15 ans. Et donc son parcours a été suffisamment échelonné pour que lui puisse partager son expérience et essayer que d'autres aillent dans cette voie-là d'une manière plus rapide. Donc le but, c'est que Régionactère a 2 agronomes pour l'instant. Et j'en reviens à votre question, où est-ce que vous allez chercher le conseil qui permettent de parler de santé des sols, ou qui permettent de parler d'optimisation, de pulvérisation, qui aujourd'hui va dans les fermes conseiller un agriculteur de passer à des bas volumes, puisque ça va lui permettre de réduire certaines pulvérisations de 30 voire 50%. Personne, puisque c'est celui qui lui vend ce conseil pour l'instant et celui qui lui vend les produits. Donc il y a un conflit d'intérêt sur l'omniprésence du conseil dans les fermes aujourd'hui, et souvent entaché par ce conflit d'intérêt qui est que derrière il y a soit une vente de produits, soit une vente de semences, soit une vente de machines. Et moi je ne viens pas du monde agricole, et quand on explique ce système à des gens qui ne sont pas du monde agricole, c'est un peu faire le parallèle avec un médecin qui, vous iriez voir un médecin parce que vous avez un problème, vous n'allez pas payer la consultation, mais vous allez payer les 10 médicaments qu'il va vous fournir, et vous allez suivre sa préconisation, puisque c'est celui qui a la connaissance. Vous n'allez jamais remettre en doute son point de vue. Et c'est intéressant de faire le lien avec l'inspiration de Nicolas par rapport à la connaissance, parce que justement dans notre structure, le but c'est que ces agriculteurs puissent qui sont membres, aujourd'hui il y a 50 agriculteurs qui sont membres de Régionactère, qui payent une cotisation liée à l'État, pas liée à d'autres formes de produits. Donc, ce qu'on veut, c'est que ces agriculteurs qui sont nos membres et qui ne sont pas nos clients, acquièrent cette connaissance et qu'on ait avec eux l'occasion d'aller encore plus loin et qu'on n'ait pas soit des détenteurs de cette connaissance, de dire voilà ce que tu vas faire et fais-moi confiance, ça va fonctionner comme ça. Et donc le but, c'est que cette connaissance soit partagée au sein des membres de Régionactère, mais aussi
qui nous voient quelque part comme des médecins de famille et qui peuvent être activés quand ils ont une question sur tel ou tel dossier. Et pour l'instant, nos activités principales, c'est l'optimisation plutôt parce qu'on considère que c'est un gros levier en termes de rentabilité et en termes de santé des sols. Il y a d'autres activités qui sont le transfert de connaissances via des conférences, comme celle qu'on organise en association avec les bibliothèques de 28 juin, c'est la plus dure. Donc ici, le mercredi 28 juin, aura lieu une conférence qu'on invite Frédéric Thomas, qui est un des pionniers de l'agriculture de conservation en France. Et ça durera toute la journée, le matin avec des conférences et l'après-midi avec des femmes, même si les 100 places sont déjà réservées. Et le but de ça, c'est aussi de faire partager auprès des agriculteurs qui veulent aller un pas plus loin, des gens qui ont passé le cap depuis. Il y a aussi un autre dossier qui est l'allocation de machines. On a acheté une machine, là. Donc Régénacter a acheté cette machine, c'est endetté quelque part. Et le but, c'est de permettre aux 4-5 membres qui sont intéressés à passer à du semi-direct mais n'ont pas la possibilité d'acheter cette machine, de se partager cette machine via de la location. Donc Régénacter aura à prix réduit la machine pour que les agriculteurs aient les mains sur la machine et pas, on ne va pas louer des travaux mais bien la machine. Donc ça permet aux agriculteurs de se tester en situation réelle pour faire un transport de semi-direct. Et ça fera peut-être un tour sur des machines. Voilà. Je suis disponible après pour en parler avec vous, mais je ne veux pas empiéter sur le message de Nicolas. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Frédéric. Donc n'hésitez pas à vous informer si vous voulez plus d'informations sur Régénacter. Ben donc Régénacter, en fait, tu l'avais mentionné quand on s'est rencontrés comme un peu comme le parrain pour aller à la recherche de plus de connaissances, plus d'idées, etc. Mais par rapport à ça, justement, par rapport à tous les acteurs qui tournent autour de la ferme, il y a Green Farm, il y a Nicolas, il y a Frédéric, il y a Greenotech qui inspire aussi. Quelles sont tes perspectives maintenant pour l'avenir, les activités que tu voudrais mettre en place? On a parlé notamment du développement du bio avec l'opportunité de la boucherie à Louvain-la-Neuve, de nouveaux essais techniques peut-être que tu souhaiterais mettre en place, les défis de la numérique, etc. Voilà, je te laisse la parole. Ben voilà, donc je vais peut-être commencer par... je pense que l'évolution dans une profession, c'est aussi des rencontres, une histoire d'hommes et de femmes. Et je pense que je vais commencer par la fin en parlant du numérique. On a eu la visite ici il y a 2-3 jours de Jean-Paul Ebrard, qui est un journaliste français qui a mis au point Internet et qui aujourd'hui édite une chaîne numérique sur Internet agricole, qui s'appelle TV Agri, pour aller voir. Et en fait, quand on parle avec des gens assez éclairés comme ça, on se rend compte que ce sont des gens qui ont 10 idées à la minute, ça va très vite. L'audiovisuel aujourd'hui va aussi très vite, peut-être pas assez en profondeur pour le moment, mais c'est intéressant de voir que les perspectives, on ne les imagine pas encore aujourd'hui parce qu'on ne les connaît pas, mais il est aussi à la tête de WeFarmUp, qui est un site de location de matériel agricole. Il a ce bonhomme a je dirais, la prétention, ce ne serait pas le bon mot, c'est plutôt l'envie d'en faire un site mondial d'échange de matériel, comme il y a un site d'échange d'hébergement qui s'appelle, que vous connaissez tous, qui s'appelle Airbnb, mais ça peut aller très loin. Donc ce sont des choses, des nouveaux paradigmes qui arrivent et qui arriveront certainement. Ça c'est pour le numérique. Maintenant, pour rester en phase avec notre métier, proprement dit, je pense qu'on a redécouvert, nous, tout à l'heure je citais Gilles Aberkan, qui est un scientifique français qui n'est pas du tout agricole, qui n'est pas du tout agronome, mais c'est un bonhomme qui parle de biomimétisme et qui explique que la nature, on ne la connaît pas, et qu'on ferait bien d'ouvrir les bouquins plutôt que de les brûler, quoi. Il utilise une belle métaphore où il explique qu'on se trouve dans une bibliothèque. Nous tous, on se trouve dans une bibliothèque et on s'est rendu compte que quand on brûle les bouquins, eh bien, ça chauffe. C'est ce qu'on fait avec le pétrole, on va tirer, on va puiser dans les fossiles, mais on pille quelque part et il ferait peut-être mieux, il y a peut-être d'autres moyens de trouver du combustible, peut-être moyen de faire pousser des algues ou de faire je ne sais pas quoi, mais on devrait peut-être plus dire à la nature qui est, elle,
qui est, elle, high-tech. Ça veut dire que la technicité est dans la nature aujourd'hui. Il explique que des planctons qui ont une dimension de 9 nanomètres ont des architectures en silicium qui ressemblent au Colisée, et on est incapable de faire ça en 9 nanomètres aujourd'hui. Intel ne sait pas faire une puce dans la Silicon Valley à 9 nanomètres, ils sont à 14, avec des millions de dollars derrière pour arriver. La nature est high-tech, et on doit s'en inspirer plus. Alors ça, c'est une bonne réponse du Roundup, mais c'est qu'il y a des solutions et qu'il faut aller les chercher. Il faudra se faire violence et aller les chercher. Et moi, je mets plus d'espoir là-dedans que dans la pétrochimie ou que dans ce qu'on a vécu jusque maintenant comme développement agricole. Et quelles sont les solutions que tu mets en place maintenant? Tu parlais justement d'hectares en bio qui sont en place, le troupeau. Oui, depuis un an, on a passé une dizaine d'hectares en 9 hectares en bio parce qu'avec la prise de conscience, c'est un essai. C'est un essai dans le sens où on n'a pas changé, on n'a pas inventé une file à couper le beurre demain et on s'est dit on va tout à faire en bio parce que c'est mieux. Hein, on s'est dit on va faire 10 hectares et on va essayer. Sur le premier frein qui est le volet économique, on va pouvoir se débrouiller parce qu'il y a des primes de conversion et il y a des perspectives en bio aujourd'hui économiques, hein, donc purement économiques. Donc quelque part le risque il n'est pas grand. Et si on peut apprendre notre métier vers le bio, ben, c'est un bon point de départ. D'autant que certains clients aujourd'hui développent du bio. Donc, quelque part, c'est une réponse aussi à une attente. Et puis, cette opportunité, des gens de chez Farm qui sont venus nous trouver, on a discuté tout l'hiver ici de viande bovine, à des financiers qui n'y connaissaient rien. Et en fait, ce sont des gens qui apprennent très vite. On a été voir plusieurs fermes, on a été voir différentes choses. Ils ont appris en 3 mois certaines vérités dans la viande bovine. Ils ont compris certaines choses et ils m'ont invité à passer en bio et ils m'ont invité surtout à ouvrir une boucherie en piétonnier à Louvain-la-Neuve, dans leur magasin, partenariat 50-50. Et bon, on s'est dit, mais on a réfléchi là-dessus, on s'est dit, ben, pourquoi pas et voilà, donc la démarche est de passer tout le secteur en bio et notamment 50 hectares pour pouvoir correspondre au ratio entre la surface et le lien qu'il y a avec les effluents d'élevage. Donc voilà, donc on passera, on passe cette semaine, on notifie cette semaine le restant. C'est tout frais. C'est tout frais, mais voilà, là c'est typiquement une manière de cultiver qui n'est pas très proche de notre philosophie finalement, qui n'est pas très loin pardon, de notre philosophie, mais qui quelque part est un peu précipité dans le sens où on a répondu à une offre qui passait par là, et puis je pense qu'il va falloir s'adapter, apprendre notre métier, mais bon, je ne suis pas très effrayé par ça. Ok, merci. Je vous propose, si vous avez des questions, je vous propose d'en poser maintenant. Juste, on a pas mal parlé des bouchers segmentés en fait au niveau de la production viandeuse. Qu'en est-il par rapport à la production végétale? Je vois là sur le tableau qu'il y a notamment apparemment un débouché particulier pour l'offre de brasserie. Est-ce que vous avez d'autres segments au niveau des productions végétales qui ont aussi peut-être des débouchés un peu particuliers qui répondent à des segments particuliers? C'est infini, évidemment. Il suffit de quoi. Hein. Mais commençons par le début. On a pris conscience qu'une production doit finir dans l'assiette de quelqu'un ou dans le verre de quelqu'un. Et aujourd'hui, quand on parle de traçabilité de produits plus locaux, eh bien, on a fait cette démarche avec l'orge, c'est un bon exemple, l'orge brassicole. Vous avez devant vous ici 22 tonnes de malt. C'est de l'orge brassicole qui a été simplement maltée, enfin simplement qui a été maltée, et qui va être distribuée dans des brasseries tout à fait locales, notamment la brasserie dont Jodogne Souveraine du Mont-Chester, et très bonne bière. Mais voilà, je pense que c'est un exemple de choses très concrètes qui dans le fond, quand on parle
chaque étudiant de Louvain-la-Neuve, dans les Guindailles, quand ils boivent une bière, s'ils avaient pu goûter du malt, le malt c'est simplement du grain qui était germé, séché, arrêté, mais il y a une autre texture, les enzymes se sont réveillées, et quand on croque du grain de malt, on a déjà une idée d'un processus, et on sait d'où vient la bière, c'est quelque chose de simple à comprendre, mais quand on ne le sait pas, on a l'impression que ça vient d'ailleurs, il n'y a que Interbrew au niveau mondial qui sait faire de la bière. C'est pas vrai. Hein. Si vous voulez, on a fait l'expérience l'année passée, en fin d'année, on a fêté un peu la fin d'année avec l'équipe de l'entreprise, et on a fait venir une petite équipe de gens qui ont un concept didactique de faire de la bière, ça s'appelle J'irai brasser chez vous. Ils sont venus avec, on a pris notre malt, qu'on cassait, et on a fait de la bière sur l'après-midi. Et la bière, elle est en train de maturer dans le truc, enfin, on a déjà bu la moitié, mais elle est très très haute. Les défis, ils ne sont pas inatteignables. Hein. Il suffit de quoi. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr qu'on est dans une région, et ça faut s'adapter aussi à sa situation, mais on est dans une région où il y a tout moyen de faire du commerce local, et moi, l'objectif plus tard, c'est peut-être aussi d'intensifier dans les cultures maraîchères, des choses comme ça, c'est pas du tout impossible. Hein, peut-être faire des poulettes. Je pense que cette agriculture-là, elle me passionne de plus en plus, et je pense qu'on y arrivera un jour. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Plus personne n'a de questions, mais bon, vous avez tous rempli vos petites feuilles mission, vous savez tout. Ah. Ici, ça va faire le lien avec la question que j'ai posée tantôt, parce que j'ai entendu M. Muratori, principalement, c'était du conseil pour réduire les doses en culture. Et si, imaginons que la ferme passe 100% bio, comment est-ce que vous voyez le lien avec Régenacter, justement, à ce moment-là, il y aura plus besoin de phyto. Et j'aurais voulu savoir en même temps si au niveau de Régenacter, il y avait du conseil sur le fonctionnement du sol, sur comment le nourrir, quels sont les besoins, comment éviter les excès, quels sont les équilibres à respecter, et comment est-ce qu'on amène l'agriculteur à se faire une recette soi-même plutôt que de donner des recettes toutes faites, bien sûr tout en ayant une vision durable. Parce que ça, c'est la difficulté principale que j'ai sur la ferme. J'ai déjà fait venir énormément de personnes pour me conseiller, pas forcément des techniques commerciaux, mais à chaque fois, on me dit toujours t'as qu'à mettre ça, et ça va jamais plus loin. C'est là qu'il y a une frustration énorme, c'est comment arriver à justement améliorer tout ça. Et je voulais savoir si le Régenacter peut vous aider à ce niveau-là et voir quel peut être le lien à l'avenir si vous êtes 100% bio. Ça s'appelle la connaissance. Oui, et c'est le chemin pour y arriver est plus compliqué, mais on a ici l'honneur de recevoir le doyen de la faculté agronomique de Louvain-la-Neuve, M. Philippe Barrette, qui est debout derrière, et je pense que on est dans le domaine de la recherche, dans le domaine du spécifique et de l'ultra précis, mais c'est avec tous ces acteurs qu'on arrive à faire quelque chose, qu'on va arriver à acquérir cette connaissance. Et cette connaissance que aujourd'hui vous êtes frustré aujourd'hui, c'est votre curiosité qui n'est pas assouvie, c'est votre connaissance qui n'est pas suffisante pour répondre à toutes vos questions. C'est normal, c'est tout à fait normal, mais des questions spécifiques. Vous parlez tout à l'heure de Régenacter qui demain s'appelle plutôt. Si demain Régenacter peut se faire s'affranchir des conseils phyto, ce seront les plus heureux, hein. Mais il y aura d'autres choses. Hein. Et Régenacter, ce n'est pas évidemment que ça. Je dirais l'activité plus facile pour rentrer dans le cerveau des agriculteurs, de travailler en réseau, de mutualiser les connaissances, de partager les connaissances, soit Greenotech ou de la SBL comme ça, ou Régenacter. On parle de phyto aujourd'hui parce que c'est un point facilement. Il faut combattre les habitudes qui sont prises, les réseaux qui sont installés, hein, les coopératives, SCAM et autres, qui sont n'ont plus rien de coopératif. Ils n'ont plus grand-chose de coopératif. Donc, nous on a été victimes quelque part parce qu'on a associé Green Farm, Ferme Bréban à ce que fait Régenacter. Hein, et c'est des choses bien dissociées quelque part.
en fait, tous les technico-commerciaux nous aiment pas, quoi, hein, je veux dire, et ne se gênent pas de nous le montrer, de nous le faire sentir, de le faire savoir. Et faire une contre-publicité aussi. Donc changer un système qui est établi, ça fait pas toujours plaisir, parce qu'ils ont perdu quelque part la notion c'est l'agriculteur qui est au centre du débat. C'est pas. Comment arriver à faciliter ou aller chercher l'information, parce que la manne d'information est énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà participé à énormément d'informations et je suis plus souvent déçu qu'autre chose. Je sais bien qu'il y a beaucoup de choses que je dois acquérir par moi-même, mais quand on fait le choix de prendre une orientation, si ce n'est pas la bonne, on a perdu beaucoup de temps. Parfois, il faut s'écouler un mois avant qu'on ait de nouveau l'occasion. Ce que je veux dire, c'est comment avoir des facilitateurs qui nous amènent, nous, à prendre des bonnes orientations. Donc on a une question et on peut dire d'aller voir ça, ça, ça et ça. Et puis là, on pourrait se faire soi-même sa réponse. Ce que je veux dire là, c'est que quand on est déçu, on est déçu une fois, deux fois, trois fois. Je connais beaucoup d'agriculteurs, quand ils ont été déçus trois fois, c'est fini, ils restent chez eux. D'accord. C'est surtout dans ce sens-là que je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais des fois on n'a pas de chance aussi, on tombe sur la mauvaise formation. Mais un agriculteur, dans sa vie professionnelle, il a 50 essais-erreurs. Il a 50 saisons à peu près à réaliser. Ça veut dire que c'est limité, et ce que tu es en train de dire, je comprends d'autant mieux. Mais par contre, déjà, ce cheminement, je dis, on va essayer ça et ça, c'est déjà un grand pas en avant, mais on n'est pas obligé de faire ça sur toute sa ferme. Moi, je déplore aujourd'hui que les gens qui critiquent le plus le non-labour ou des techniques innovantes sont à 100, et si c'était 110%, ils le feraient, de leur technique, ils n'ont pas l'intention de changer. On peut très bien mettre 50 arts de pétrole, 30 arts d'engrais vert, essayer un système de non-labour sur une partie, ça ne va pas changer chez après au bout d'année. Il faut juste avoir envie. Il faut juste avoir l'idée, l'envie de le faire, et peut-être un peu de persévérance et de continuité. Mais je pense que M. Barrette a quelque chose d'intéressant à dire. Je le sens. Juste une réaction sur cette question des compétences et de l'info. Je pense qu'on a beaucoup de discussions orientées objet, c'est-à-dire j'ai un problème, je cherche une solution. Et je pense que le témoignage de ce matin et même la démarche de la route d'innovation est plutôt orientée système, quoi. Et donc quand on est dans des logiques système, c'est plus difficile d'aller chercher l'information, parce que ce qu'il faut, c'est comprendre comment le système fonctionne, voir en quoi il est différent du sien ou il est similaire. Donc moi, il y a deux éléments qui me semblent importants. C'est d'une part un concept qui pourrait remplacer cette relation que vous décriviez avec notamment les coopératives ou l'instrumentalisation par les firmes phyto. C'est un concept d'alliance. Je pense dans ce que vous avez raconté, on voit des cercles comme ça, où vous êtes souvent ensemble, mais quelque part, tous ces cercles, c'est chaque fois des alliances, quoi. Regenacter, c'est une alliance de 50 membres. Ce que vous faites avec Nicolas Voxclub, c'est autre chose. On pourrait imaginer, on en rêve ici, de faire des alliances avec le monde universitaire et tout. Et donc, dans cette idée d'alliance, j'aime bien le côté qu'on reste libre. Une forme de liberté, et en même temps, c'est dans ce cadre-là qu'on peut créer des relations de confiance et qu'on peut finalement s'échanger de l'information, même peut-être parfois erronée, mais dans une relation de confiance. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point qui est vraiment important. Et le deuxième point, ce qui pose problème, là je suis d'accord avec toi, on ressort souvent l'information erronée, mais ce qui se passe, c'est que le problème, c'est de contextualiser l'information, la demande et contextualiser la réponse. Et le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans un monde où il n'y a plus de contexte, où c'est des recettes qu'on s'échange, quoi. Et donc, en fait, ces recettes, si elles ne sont pas dans un contexte, moi, l'agriculteur de Virginie, j'ai vraiment envie d'aller voir, parce que moi, quelque part, j'y crois pas. J'y crois pas à l'agriculteur qui fait tout. Mais je vais aller voir, parce qu'il était dans un contexte particulier qui lui permet de tout faire. Mais donc, c'est cette question d'un contexte. Comment ? C'est une pointure. Voilà. Et alors, il y a des gens exceptionnels. Alors, parfois, les gens, ils voient des gens exceptionnels, ils croient qu'ils sont eux-mêmes exceptionnels, et alors on se plante, bien sûr. Parce que moi, j'ai déjà pensé courir le 100 mètres au Banane, mais j'ai arrêté assez rapidement. Et donc, non, mais c'est un peu ça le problème. Et donc, moi, je trouve que le deuxième problème, c'est que l'innovation ou le problème, il doit être dans un contexte. Et ça, ce contexte, il disparaît quand on fonctionne avec des systèmes électroniques, avec des échanges d'emails et tout, on le teste. Donc, moi, j'ai pas de solution, mais en tous les cas, j'ai une intuition que si on perd le contexte, on... Merci Philippe. Alors c'est la toute dernière question. Et après, on passera à la suite. Merci
Moi, j'aurais une question qui voudrait en fait allier deux moments d'information dans votre exposé. Le petit mot d'agroécologie qui a été glissé à un moment donné. Et deuxièmement, le fait que les terres, la superficie des terres se fait grignoter sérieusement, donc on est en manque de terre. Et ce que j'aimerais avoir, c'est savoir si vous avez des pistes pour travailler et développer l'agriculture, pas uniquement dans la dimension horizontale de la 2D d'un sol qui est traité, je dirais qu'il est exploité finalement sur une hauteur quand tout va bien du mètre ou un petit peu plus, mais également de développer une agriculture plus tridimensionnelle qui exploiterait davantage la verticalité, la hauteur, ce que l'on a par exemple dans les cultures étagées, que l'on a peut-être dans l'agroécologie. Et je serais vraiment très très heureuse d'entendre voilà, des personnes phares qui peuvent indiquer cela et de voir comment dans un territoire qui est aussi petit que nos régions ici, de telles perspectives pourraient faire du sens. Merci. C'est une question pas facile. Et une réponse courte. Une réponse courte, mais moi je pense que la prise de conscience des terres agricoles qui s'en vont, X milliers d'hectares chaque année, c'est évidemment une évidence et malheureusement une évidence. Les agriculteurs sont des acteurs de terrain qui font tout pour se battre contre ça, y compris déjà les éoliennes. Nous, on a lancé une pétition ici, on veut nous installer les éoliennes à 400 mètres de la ferme, mais sinon, je suis pas contre l'éolien, mais je suis contre le fait qu'on perturbe un paysage et qu'on d'une manière aussi invasive que les éoliennes, parce que c'est pas anodin. Donc voilà, mais maintenant le modèle presque archaïque, ancestral des Aztèques, de mettre 3 étages, du maïs, des pois et je ne sais plus quoi, c'est quelque chose franchement, je suis complètement incompétent pour discuter de ça et de voir l'évolution que ça a pris. C'est un débat qui est plus compliqué. Maintenant, sur l'intensification et une agriculture plus de verticalité, on le rencontre au nord du pays ou en Hollande, où on intensifie beaucoup plus fort l'agriculture. Et c'est méconnu, c'est complètement méconnu de chez nous, mais on arrive à des productions dans ce système qui sont énormes et on le fait en bio. Mon associé a eu l'occasion justement d'aller visiter en Hollande des serres sur 60 hectares où on produit des tomates. Production, j'oublie les chiffres, je ne vais pas dire des bêtises, mais c'est énorme, avec un système de récupération des gaz carboniques qu'on réinjecte dans la serre, avec des plastiques perforés à côté de chaque plant ou chaque groupe de plants de tomates et des choses pareilles, avec des fibres et des carottes des tomates qui montent sur des hauteurs incroyables. Donc ça existe. On n'en est pas dans ce besoin aujourd'hui ici, parce qu'on a encore un peu de surface, et c'est lié, on parle de contexte, mais c'est lié au contexte évidemment, puisque ici on peut se permettre de gagner sa vie et de produire, même en bio, ceux qui font du maraîchage, c'est pareil, faire des bons produits en gagnant sa vie. Donc on n'est peut-être pas acculé encore à développer ça, mais ça existe. Et quand on circule en Hollande ou dans le nord du pays, on a l'impression qu'en Belgique et dans le nord du pays, on a l'impression qu'on est dans un autre pays, et c'est vrai qu'on n'y va pas assez, et on ne connaît pas. Les Wallons ne connaissent pas du tout les productions du Nord, c'est bien dommage, et a fortiori aux Pays-Bas. Ben voilà, merci beaucoup. On va clôturer ici la matinée, en tout cas le témoignage de Nicolas. Un grand merci pour ce témoignage très riche et très intéressant. Un grand merci aussi à Frédéric de Région Acteur pour son intervention et aussi à Sandrine qui est là, Sandrine Boitier de chez Greenotech qui nous a aidé à organiser également cette matinée et aussi l'après-midi, donc mais ça on vous en parlera tout à l'heure. Je vous invite maintenant en fait à vous rendre juste ici où vous allez pouvoir faire observer un petit test dont j'ai encore oublié le nom et les machines, non. Ah, vous l'avez fait? Ah bah, autant pour moi.
Donc je vous invite à vous diriger par là Je peux juste expliquer ce qu'on voulait faire, mais ça s'est pas réveillé, on a cassé un vasier. C'est un snake test, un test de sédimentation de terre, si vous voulez. Donc on prend deux grands pots en verre avec un treillis, et on pose 2 mottes de terre dans chaque vase. Et évidemment, on prend un sol qui est artificiel depuis 10 ans ici, et un sol de voisin sans lui demander en génie conventionnel. Et le test, on l'a fait plusieurs fois, est assez spectaculaire dans le sens où en 2 minutes, tout est délité chez le voisin, et ici, la cohésion du sol est beaucoup plus... Alors, on parle d'érosion, on parle de structure du sol, et moi, c'était un test très parlant, donc c'est ça qu'on en parlait, puisqu'on ne le fera pas aujourd'hui. Mais donc je vous invite quand même à suivre Nicolas qui va peut-être pouvoir, Nicolas et Frédéric, qui vont pouvoir vous expliquer un peu le fonctionnement de l'IA et de différentes machines qu'ils utilisent.